Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, était ce lundi au siège de la Banque mondiale. Le chef de l'État a exposé sur les performances économiques et la stabilité du pays autour du thème de la crise à la stabilité, expériences et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. La mise en œuvre du PND 2016 a été évaluée aujourd'hui par le gouvernement et les partenaires au développement. Il ressort de cet examen un niveau d'investissement de 3 000 milliards de francs CFA. Au Libéria, la tenue du second tour de la présidentielle a été suspendue par la Cour suprême. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le scrutin qui devait opposer mardi Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai. Merci de suivre cette édition. Ce lundi, au siège de la Banque mondiale à Washington, le président de la République, Alassane Ouattara, a exposé sur les performances économiques et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Son intervention s'est articulée autour du thème de la crise à la stabilité, expériences et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a passé en revue toutes les réformes de développement, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et des infrastructures. Pendant ce temps, ici à Abidjan, le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, a accueilli l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete. Il est dans la capitale économique à la faveur du rassemblement annuel du mouvement SAN. C'est un cadre d'échange entre les pays sur leurs progrès en matière de lutte contre la malnutrition et les voies et moyens pour une collaboration mondiale. Alexis Ouedraogo. Jakaya Kikwete, ancien président tanzanien, accueilli ce lundi par le vice-président Daniel Kablon-Duncan. Inscrit à son agenda à Abidjan, le rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition, SUN. La rencontre se tient pour la toute première fois sur le continent africain et sera l'occasion pour les membres, gouvernements, sociétés civiles, Nations Unies, donateurs et autres scientifiques d'examiner les progrès réalisés et les défis à venir dans la lutte pour la réduction de la malnutrition. La malnutrition se manifeste sous 3 ou 4 formes. La première, l'enfant n'a pas la taille qui correspond à son âge. Il peut avoir 5 ans et ressembler à un enfant de 3 ans. C'est un grand problème, celui de la croissance. Il y a aussi le problème d'insuffisance de poids. Il y a également le problème de surpoids, appelé obésité, qui est une forme de malnutrition. Et le quatrième point, celui de l'anémie. Ce sont des problèmes sérieux parce que les enfants qui n'évoluent pas normalement ne pourront pas être demain des citoyens capables et productifs. Donc ce mouvement initié par le secrétaire général Ban Ki-moon et qui se poursuit réunit les pays pour faire front à ce problème de malnutrition. À ce jour, 45% des décès des enfants de moins de 5 ans restent liés à la malnutrition. Et la Côte d'Ivoire entend bien apporter sa pierre à la lutte. C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire et le travail important abattu par le président Alassane Ouattara sur les questions concernant la malnutrition. Que ce soit donc la sous-nutrition ou la surnutrition. Il y a eu déjà une réunion qui s'est tenue ici sur le problème de la nutrition avec des financements internationaux importants. Et le président Ouattara donc, a obtenu que cette réunion se tienne hors donc, des États-Unis, ici donc à Abidjan. Il y a une soixantaine de pays qui vont participer à cette rencontre d'aujourd'hui. La malnutrition représente souvent un obstacle invisible à la réalisation des objectifs de développement durable. Depuis 2010, le mouvement inspire un nouvel esprit de collaboration en vue de l'éradiquer. Toujours dans le cadre de l'ouverture demain du rassemblement annuel du mouvement SUN, le vice-président ivoirien s'est entretenu avec Gerda Verberg, coordonnatrice du mouvement. La rencontre verra la participation de plus de 56 gouvernements, d'agences des Nations Unies, d'acteurs de la société civile, du secteur privé et des donateurs. Il s'agira pour eux de réfléchir à la lutte contre la malnutrition. On écoute à présent la coordonnatrice du mouvement pour le renforcement de la nutrition. Dans les prochains jours, de mardi à jeudi, nous aurons notre rassemblement global annuel ici à Abidjan et nous sommes extrêmement heureux que le gouvernement ait pris la responsabilité et l'initiative de nous inviter à Abidjan.
Nous attendons un peu plus de 900 participants en provenance d'une soixantaine de pays pour discuter de comment faire des progrès pour être sûr que nos jeunes bébés ne soient pas exposés à la malnutrition, par exemple par l'allaitement maternel. Nous verrons aussi comment les familles doivent prendre soin des enfants, mais aussi comment prévenir le surpoids. À ce propos, il ne s'agit pas de quantité de nourriture que nous consommons, mais de consommer des éléments avec des vitamines et des nutriments dont l'organisme a besoin. Nous souhaitons aussi féliciter le gouvernement pour son leadership en Afrique. À partir de demain, avec tous les participants, nous travaillerons et les résultats des réflexions seront portés au sommet UEUA qui se tiendra les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan. Nous sommes fiers d'être ici et heureux de l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. La première dame de la République de Haïti, Martine Moïse, prend également part aux travaux du mouvement SAN. À son arrivée aujourd'hui ici à Abidjan, elle a été accueillie par le ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi. Vous pouvez le voir dans les images. Au micro de notre reporter, la première dame d'Haïti a partagé l'expérience de son pays en matière de nutrition. Je vous propose de l'écouter. Dans mon pays, en Haïti, la nutrition me tient vraiment à cœur. C'est pourquoi, comment je le fais moi, je n'attends pas que les mères viennent avec les enfants. Moi, je vais dans les sections communales, les plus petites parties du pays, et je vais apporter les soins. Donc j'ai commencé avec l'identité, parce que les enfants dans ce coin-là ne vont pas en ville pour se faire identifier. En les identifiant, je leur donne le vaccin et également je me penche sur la nutrition. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition. Donc ces enfants-là, on les prend en compte, on fait le suivi avec les parents et de temps en temps, on envoie quelqu'un d'autre faire le suivi pour voir si l'enfant augmente de poids, si l'enfant va mieux. Donc sinon, on transfère les enfants en ville pour qu'on puisse en prendre soin. On s'intéresse à la mise en œuvre du PND, Programme national de développement 2016. Elle a été examinée par le gouvernement, les partenaires financiers et au développement. Que retenir de cet examen? Quels sont les chiffres à retenir également? Les réponses avec Noël Niagnou. Le plan national de développement 2016-2020 a connu une mise en œuvre en 2016. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cette mise en œuvre a-t-elle impacté la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire? Membre du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du comité de suivi, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont passé au scanner cette première mise en œuvre 2 heures durant. Que retenir de cet examen? Une première chose, le tableau d'exécution est satisfaisant avec, au bout du compte, la réduction de la pauvreté de plus de 4 points. Pour la gestion 2016, les investissements totaux du secteur privé s'élève en volume à 2 979 milliards de francs CFA, soit environ 66,9% des investissements globaux. Plus importante que le taux moyen qui était attendu dans le cadre du PND, qui était donc de 62,4%. Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations, les dépenses pro-pauvres ont augmenté, passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 770 milliards de francs CFA en 2015 pour atteindre 2 015 milliards de francs CFA en 2016, soit 9,4% du PIB. Ainsi, sur la période 2011-2015, le PIB par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté est passé de 51% à environ 46%. Autre indicateur, la contribution des partenaires au développement, avec comme incidence la réalisation de projets structurants. Il est heureux de constater que le rapport de suivi au titre de l'année 2016 fait ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards de francs CFA. Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonois, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités, la construction du barrage de Soubré. Il faut maintenir le cap. Bonne gouvernance oblige. Cette revue est une première du genre. Nous l'avons rappelé donc le 4 septembre dernier. C'est la première fois qu'on a cet exercice. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse donc le systématiser et faire en sorte qu'on ait donc ce dialogue permanent au niveau de la mise en œuvre du PND.
Les parties prenantes se sont accordées sur un agenda. Nous avons prévu de nous revoir donc, de façon périodique. Au niveau ministériel, déjà un dialogue un peu plus renforcé entre les ministères sectoriels. Avec les partenaires au développement, une rencontre beaucoup plus régulière, tous les 2 mois, au niveau technique, avec le Premier ministre aussi souvent que nécessaire, et tous les 3 mois avec le ministère du Plan, avec le Premier ministre de façon aussi régulière que possible. Mais cet exercice qui était prévu pour être annuel va être fait tous les 6 mois avec des dates précises. Le PND 2016-2020, c'est 30 000 milliards de francs CFA à investir sur 4 ans avec à la clé porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. Parlons bonne gouvernance grâce à la mise en place d'une stratégie payante par le gouvernement et l'autorité nationale de régulation des marchés publics. La fraude et la corruption sont en forte baisse en Côte d'Ivoire. Cette stratégie a été dévoilée au cours d'un déjeuner débat. On en parle dans ce reportage d'Alvorassa. La Côte d'Ivoire ne veut plus être citée comme un pays où la corruption est monnaie courante dans son administration. Elle est passée de la 115e à la 107e place sur 168 pays à l'échelle mondiale en 2016, selon l'organisation non gouvernementale Transparency International. Et cette année, des efforts sont encore faits au niveau de l'administration publique pour que le pays passe sous la barre de 100. Ces efforts sont perceptibles au niveau de la passation des marchés publics où les entreprises reconnues pour corruption sont exclues des marchés publics. Nous pensons que dans un domaine aussi délicat que la lutte contre la corruption, il s'agit au-delà des professions de bonne intention de dire qu'est-ce qui a changé si on veut convaincre l'opinion publique. Ce qui a changé, c'est qu'à ce jour, en 6 ans, l'ARMP a rendu plus de 200 décisions avec 45 annulations. 45 fois où l'ARMP a estimé et a demandé que les procédures soient reprises pour respecter le droit. Et ça a été fait. Ensuite, depuis 2014, ça fait donc 3 ans de cela, en 3 ans, l'ARMP a eu à sanctionner 32 entreprises dont la liste est disponible sur son site internet www.rmp.ci qui sont reconnus coupables de fraude ou de corruption. C'est donc des faits concrets. Cela a été démontré lors d'un déjeuner débat organisé par des anciens étudiants de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de l'INPHB de Yamoussoukro. Pour le conférencier par ailleurs, plusieurs autres stratégies sont mises en œuvre pour réduire l'impact de la fraude dans les marchés publics à travers la formation des acteurs chaque année. À cela s'ajoute la culture de la plainte avec preuve à l'appui, les audits et même l'autosaisine. Mais pour réussir cette lutte contre la fraude, il faut le concours de tous, a ajouté Koulibaly Nonkarna, président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics. Les autres intervenants ont souhaité que cette lutte soit non seulement collective, mais permanente pour qu'elle se pérennise pour le bonheur des générations à venir. Comment éradiquer la pauvreté et le travail des enfants au sein des communautés productrices de cacao? La question est au centre de la 6e réunion annuelle des partenaires de l'Initiative internationale pour le cacao. Cette année, la priorité est aux adolescents de 13 à 17 ans. Lancine Bakayoko. À travers cette initiative, il s'agit d'identifier les différents leviers à actionner pour l'accès à une éducation formelle ou plutôt à une formation professionnalisante de qualité pour les enfants des zones rurales et de production de cacao âgés de 13 à 17 ans. Nous avons lancé notre stratégie 2015-2020 pour améliorer la protection pour 1 million d'enfants vivant dans des zones de production de cacao au travers d'une combinaison d'actions directes sur le terrain à travers la promotion des bonnes pratiques. Ici, le but recherché est de veiller à ce que tous les adolescents issus des milieux agricoles aient la possibilité de terminer un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire grâce à une offre de services accrue. Nous avons été témoins de la mise en œuvre du plan d'action national de lutte contre le travail des enfants 2015 à 2017, qui a conduit à des réalisations aussi notables, assurant ainsi leur possibilité à progresser dans le système éducatif. Des études récentes menées par le gouvernement montrent que la pauvreté des ménages constitue la principale cause du travail des enfants.
Cette lutte requiert notamment la mise en œuvre de politiques publiques garantissant à l'enfant le droit à une éducation de qualité qui doit être gratuite et obligatoire. La mise en œuvre de toutes ces actions appelle une mobilisation plus forte de tous les partenaires au projet. Je voudrais inviter d'autres acteurs à généraliser demain les stages de formation ou encore les stages de fin de cycle. En marge de cette rencontre, la Fondation ICI et le Comité national de lutte contre le travail des enfants ont paraphé un mémorandum d'action. La cérémonie d'hommage aux tirailleurs africains s'est tenue les 4 et 5 novembre dernier à Paris. La Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur à cet événement qui a eu pour parrain le docteur Jean-Louis Konadjé, ivoirien, expert consultant international et spécialiste des questions de défense et de sécurité. Abou Sanougou. Arc de triomphe sur les Champs-Élysées à Paris. Cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à la mémoire des tirailleurs africains. Ces troupes coloniales, combattants d'outre-mer, de Madagascar et d'Indochine, morts pour la France lors des 2 guerres mondiales. La Côte d'Ivoire était à l'honneur au cours de cet hommage. Le parrain de cette cérémonie, Jean-Jacques Konadjé, chef de cabinet du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a sacrifié au rituel de ravivage de la flamme du souvenir. La nouvelle génération d'Africains a cette obligation d'entretenir la mémoire collective de tous ceux qui sont tombés pour la liberté de la France. Cette action devrait être inscrite au chapitre des priorités de tout un chacun, car cela fait partie de notre identité. Personne, je dis bien personne, ne viendra écrire ou réécrire notre histoire à notre place. L'autre temps fort de cette cérémonie a eu pour cadre l'Assemblée nationale de France où un hommage a été rendu aux tirailleurs ivoiriens dont le contingent de tirailleurs a été créé en novembre 1940. Vous avez été de ceux qui, au premier rang, lui ont permis de remporter la victoire. Au moment où le but est atteint, je tiens à vous remercier amicalement, simplement, au nom de la France. On a tous, par parents interposés, laissé notre sang ici. Donc quand c'est au moment du souvenir, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, pour un autre pays africain, quand on est au courant, c'est bien de venir. En tant que pays invité d'honneur, c'est la première fois que le drapeau ivoirien a été hissé sous l'Arc de Triomphe. En désignant le docteur Jean-Jacques Konadjé comme parrain de cette cérémonie, c'est la Côte d'Ivoire qui vient encore une fois d'être honorée. Selon les organisateurs, plusieurs critères ont milité en faveur du choix porté sur cet Ivoirien qui, en 2016, a été désigné meilleur chercheur afro-caribéen d'Europe. Un Ivoirien s'illustre sur le marché de production des smartphones. Il se nomme André Aipo. En 3 ans, il a écoulé 150 000 terminaux en Europe et en Côte d'Ivoire. Didier Nguessan, Christelle Menon pour le reportage. Plus de 200 marques de téléphones intelligents sont actuellement vendues dans le monde. Il y a le haut de gamme dominé par le coréen Samsung et l'américain iPhone. Et un peu en dessous, des modèles milieu de gamme. L'un d'entre eux est ivoirien. Son nom Saturn, son concepteur Jean-André Aipo. Avant 2010, il travaille sur la sécurisation et la mise aux normes de logiciels et d'applications pour les banques. Les contraintes rencontrées avec les constructeurs l'inspirent sur une opportunité d'affaires. L'idée m'est venue de concevoir le téléphone et de modifier le système d'exploitation pour pouvoir répondre aux normes sécuritaires de la banque. Donc c'est de là que le projet Saturn sort. Avec un investissement de départ de 60 000 €, soit 39 millions de francs CFA, le jeune Ivoirien se lance dans la conception d'un smartphone haute performance dédié à des professionnels puis au grand public. Donc là, j'ai dû aller en Chine, justement à Shenzhen, à plusieurs reprises pour rencontrer des usines, pour rencontrer des fabricants, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on montait une ligne de fabrication d'un téléphone. Derrière ce séjour en Chine, une intention, installer à long terme une ligne de montage et de production de téléphones en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est toujours à Shenzhen que J3A Technologies fait fabriquer ses téléphones et tablettes. Aujourd'hui, modification d'une commande. On voudrait apporter des modifications aux composantes mémoire de la dernière tablette. On aimerait avoir 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Est-ce que le prix va beaucoup changer? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les nouveaux tarifs? Saturn arrive dans un environnement très concurrentiel. Inconnu du grand public, J3A n'a d'autre solution pour séduire le marché que de vendre moins cher.
bien que ces terminaux soient technologiquement proches des grandes marques du marché. Pour vendre du premium 20 à 30% moins cher que la concurrence, il faut baisser les coûts de production. Plus on maîtrisait le processus de conception, de négociation avec les usines, plus on gagnait en compétences et plus on arrivait à baisser les coûts. Excite aussi la publicité et les circuits de vente physique. L'entreprise met en ligne son propre web store et distribue sur Internet. Dès l'instant où on est arrivé à se mettre sur Amazon et Cdiscount, on n'avait pratiquement plus d'argumentaire commercial à sortir pour aller chercher les clients. Bien, merci. Le bouche à oreille, ou plutôt le C2C fera le reste. Aujourd'hui, l'entreprise est courtisée pour son expérience. Actuellement, c'est M. Aipo qui a déjà une longueur d'avance, puisqu'en fait, son produit est là, il existe, il fonctionne, il est distribué, il y a déjà une clientèle qui connaît la marque Saturn, et donc, bien évidemment, il y a un marché captif. Comment allez-vous, monsieur Giraud? Vous allez bien? Monsieur Aipo, ça va très bien. Ça a été? Merci de nous recevoir. Oui, je vous présente Bertrand Bousson. Bonjour, Jean-André Aipo. Marché captif, les premiers acheteurs de Saturn sont les clients des divisions conseil en stratégie et ingénierie des systèmes du groupe J3A. Une offre intégrée du conseil à la fourniture de terminaux spécialement adaptés aux besoins identifiés en amont. Les solutions proposées doivent être à la pointe. Jean-André a conscience de l'évolution rapide du secteur. Il surfe continuellement sur les dernières tendances et veut être parmi les premiers à proposer dans ses produits les technologies de demain. Aujourd'hui, il pense intégrer des écrans 3D sur les prochains modèles. Depuis 2016, J3A distribue ses téléphones et tablettes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a commencé par les faire essayer via des partenaires presse par les employés de Fraternité Matin. Ce matin, il vient en suivi après-vente. Je suis là maintenant pour annoncer officiellement aux partenaires presse qu'est Fraternité Matin qu'à partir du mois d'octobre, les produits seront en Côte d'Ivoire et qu'à partir du mois d'octobre, nous serons là définitivement. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Ivoirien qui a conçu des tablettes à l'utilisation. On voit que c'est une tablette qui est très confortable, facile à utiliser, rapide et la batterie se décharge moins vite. Pour conquérir le marché ivoirien, Jean-André Aipo s'adresse à de grandes enseignes locales. Parmi elles, une grande librairie qui distribue aussi les produits Saturn. Les commandes affluent, mais J3A n'a pas encore la capacité financière de produire plus. Sur l'hybride, on a de nouveaux processeurs qui vont être utilisés, donc c'est beaucoup plus performant que ceux que vous avez eu à tester ici. Et nous comptons distribuer des milliers. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ruptures de stock. C'est très important. Lorsque nous commençons la campagne, il faudrait que le stock suive. Pour y arriver, Jean-André Aipo envisage de monter une usine en Côte d'Ivoire, montant à investir entre 500 et 650 millions de francs CFA. Ainsi, il pourra vendre 30% moins cher en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, un séminaire interpays sur l'approfondissement de la thématique l'éducation-formation se tient en ce moment ici à Abidjan. C'est l'occasion pour les experts africains du domaine de mutualiser leurs expériences en vue de mieux former les jeunes et leur garantir un emploi. Cette rencontre est initiée par le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique. Issaïou. Les pays africains sont conscients que la formation technique et professionnelle doit se faire en adéquation avec l'emploi. Des experts africains de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont à Abidjan pour partager leurs expériences en la matière. La jeunesse représente une partie importante de la population en Afrique et cette jeunesse a besoin de voir ses compétences intensifiées. Elle a également besoin d'une formation de qualité, ce qui lui sera bénéfique. Elle pourra ainsi répondre favorablement aux attentes des employeurs. Aussi, les discussions portant sur la formation des jeunes sont très importantes parce qu'elles contribueront à répondre aux attentes des jeunes en termes de formation qualifiante. Pour la Côte d'Ivoire, cela est véritablement important. Le pays est en marche. Les discussions qui ont eu lieu ce jour sur la formation qualifiante appuieront les stratégies de formation des jeunes sur l'ensemble du continent africain. En Côte d'Ivoire,
pour résoudre la question de l'inadéquation formation-emploi. Un plan de réforme 2016-2020 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle existe. Une expérience partagée par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle auprès des experts. L'amélioration d'abord des offres de formation, le renforcement des capacités des formateurs, l'implication plus accrue donc, du secteur privé dans la mise en œuvre donc, de notre dispositif donc, de réforme de formation. Et tout cela vise une seule chose, aider au renforcement donc, des compétences de nos jeunes, aider à l'amélioration de leur employabilité. Au total, 18 pays africains prennent part à cette rencontre sur la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique, à Abidjan. Radio Côte d'Ivoire et RTI 2 viennent de lancer leur grille de programme. L'accent est mis sur davantage d'interactivité, la parole aux femmes et plus de débats. Ce sont des programmes variés et plus tournés vers les préoccupations des populations, comme nous l'explique Franck Quadio. De bonnes raisons d'écouter la radio nationale. Une nouvelle grille de programme pour Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5 h. Déjà à l'antenne, Angeval pour la matinale. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Moi-même, je dirais plus 2-0. 2-0. Des invités, l'actualité nationale croquée et le sport toujours au rendez-vous. La tension monte d'un cran. Côte d'Ivoire-Maroc, c'est dans 5 jours exactement. Tout est au rouge. Que dis-je? Tout est orange. C'est que pour cette nouvelle grille, l'accent sera mis sur le débat et l'interactivité. Nous avons reconduit quelques anciennes et nous avons créé de nouvelles. En définitive, nous aurons le débat, un magazine économique, nous aurons une tribune consacrée aux faits divers du lundi au vendredi. Nous aurons également beaucoup plus de temps à consacrer à la question de la santé. L'information de proximité avec le journal des faits divers, davantage de paroles aux femmes. Radio Côte d'Ivoire est dans son rôle, mais le groupe RTI, en pleine rentrée, c'est aussi avec RTI 2 qui annonce les couleurs. Je veux dire, nos 100% coupés décalés, zouglou, hip-hop et autres, les jeunes ont apprécié, ça ils nous l'ont fait savoir. Donc ils les auront. Surtout, mesdames, vraiment, je voudrais que vous notiez cela. Du lundi au vendredi, à partir de 16 h, un gros bloc de fiction pour vous, mesdames. La chaîne de divertissement du groupe RTI axée sur le sport et la culture se rapproche davantage des téléspectateurs avec sa nouvelle production. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une quotidienne de 19h45 à 20h30 du lundi au vendredi où nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. C'est un plateau mené par un animateur entouré de chroniqueurs. Radio Côte d'Ivoire, RTI 2, mais aussi les productions RTI 1 lancent leur programme pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. À l'étranger, au Libéria, la Cour suprême a suspendu sine die le processus électoral. Une décision prise à la veille du second tour de l'élection présidentielle. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le scrutin qui devait opposer mardi Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai. On écoute à ce sujet le procureur. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce que les recours déposés par les pétitionnaires aient fait l'objet d'une enquête de la Commission électorale nationale. Cette décision de la Cour suprême divise les Libériens. Notre envoyé spécial au Libéria, Gabriel Zani, leur a tendu le micro. Écoutons leurs différentes réactions. Selon ce que je comprends, la Commission a le mandat d'examiner les plaintes à l'issue d'une élection et aussi les causes de Bronski. Si Charles Bronski demande à ce qu'on reprenne les élections, je ne suis pas sûr, en tant qu'étudiant en administration, les élections sont coûteuses. Dans tous les cas, pour chaque processus, il y aura des plaintes. Le Libéria appartient à chacun de nous. Nous venons de 14 ans de guerre qui ont fait régresser le pays. Et maintenant, nous luttons pour aller de l'avant. Le monde nous regarde aujourd'hui comme un pays de paix. Dans l'élection précédente, Bronski n'est pas content. Et je demande à Bronski et à la commission électorale de discuter pour une solution. If the Supreme Court thinks it is the best way that
Si la Cour suprême pense que le meilleur moyen est de stopper la campagne et d'examiner les raisons de Bromsky, cela est bien pour que les élections soient apaisées. Pour moi, Bromsky doit laisser les choses telles qu'elles sont. Il veut faire revenir les choses en arrière. Je vois que rien ne bouge à cause d'une seule personne, parce qu'à cause de Bromsky, les gens n'arrivent plus à se comprendre et les choses sont devenues difficiles. Fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain.